Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 16 janvier 2024, bienvenue dans le vent 230. Le Togo prévoit d'investir plus de 53 milliards de francs CFA pour l'extension du réseau de pistes rurales en 2024. Une volonté manifeste du chef de l'État pour un accès facile aux services socio-économiques de base par la population. Nous ferons le point en début de ce journal. Et puis l'assurance maladie universelle a mis au cœur des échanges dans les savanes. Les populations ciblent pleine connaissance du mécanisme pour leur pleine participation dans le déploiement de cette couverture sanitaire. C'était les titres. Mais avant, nous sommes sur ce plateau avec Madame le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Kugan, qui va nous donner lecture de ce décret. Décret numéro 2024-004/PR portant nomination. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 66, vu le décret numéro 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, décrète. Article 1er. Monsieur Mimpamb Nam Chougli est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, fait à Lomé le 16 janvier 2024. Et nous poursuivons donc ce journal. La politique nationale de désenclavement démarrée il y a 4 ans, je vous l'annonçais, passe à une vitesse supérieure de 37 milliards d'investissements en 2023. L'enveloppe allouée au secteur monte à 53,5 milliards de francs CFA. La vision du président de la République, Faure Issozila Gnassingbé, cette année est le développement des territoires, l'accès facile aux services sociaux et économiques de base. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est prévu dans la nouvelle orientation présidentielle? Les réponses, c'est avec Urich Amiga. Les zones rurales au Togo connaissent une connectivité croissante grâce à la création de pistes qui apportent le bonheur aux populations à travers tout le territoire. Depuis 4 ans, le président de la République, Faure Issozila Gnassingbé, a mis en avant une politique nationale de désenclavement facilitant la mobilité des habitants. En 2022, cette politique a déjà permis l'aménagement de 680 km de pistes rurales avec près de 2000 km supplémentaires ayant bénéficié d'un entretien. L'entretien du réseau routier existant atteint un taux de 75% en bon état avec 1270 km achevés et 712 km en cours d'exécution. La politique nationale de désenclavement, priorité du chef de l'État, va prendre un nouvel élan en 2024 avec l'objectif ambitieux d'aménager au moins 4000 km de pistes rurales à l'échelle nationale. Un investissement conséquent de 53,5 milliards francs CFA est prévu, marquant une augmentation significative de 43% par rapport aux 37 milliards investis en 2023. Ces fonds seront dédiés au soutien du programme de connectivité rurale et à d'autres projets dans le secteur. Dans la même dynamique, un protocole financier a été établi en juin 2023 entre l'État togolais et l'ambassade de France visant la réalisation d'infrastructures de désenclavement dans les zones rurales. Ce protocole prévoit la construction de 21 ponts ruraux de type unibridge en acier-béton couvrant les 5 régions du pays. Ces ouvrages mixtes faciliteront l'accès des populations rurales
aux services socio-économiques de base et favoriseront l'approvisionnement des zones urbaines en denrées alimentaires. Et nous sommes toujours sur ce plateau avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Cuigan, qui va nous faire donner donc lecture de deuxième fois de ce décret. Décret numéro 2024-004/PR portant nomination. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 66, vu le décret numéro 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, décrète. Article 1er, M. Mimpamb Nam Chougli est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 16 janvier 2024. Tout autre sujet, le gouvernement a fixé au 1er janvier 2024 le démarrage effectif de l'assurance maladie universelle AMU sur toute l'étendue du territoire national. Au regard de cette volonté politique clairement affichée, une campagne de dialogue initial d'information et de communication auprès des autorités locales et de toutes les couches de la population a démarré afin que celles-ci jouent pleinement leur partition dans le déploiement de l'AMU. L'étape de la région des Savanes avec Yata Aratem. L'année 2024 est celle de l'assurance maladie universelle AMU au Togo. Fondée sur le principe de la solidarité nationale, l'AMU est présentée aux représentants des différentes couches et catégories de la population dans la région des Savanes. Nos prières, surtout en ce début d'année 2024, c'est que chacun de nous soit en bonne santé. Et lorsque la maladie survient, il y a deux problèmes qui peuvent se poser. Le premier problème, c'est de savoir où aller se soigner. Est-ce que j'ai les moyens pour aller me faire soigner? L'assurance maladie doit nous permettre de répondre à ces deux problèmes. Le principe de l'AMU est de garantir que personne ne soit exclu des soins médicaux essentiels en raison de son incapacité à payer. Je voudrais ici vous rassurer une fois encore que ces couches vulnérables seront prises en compte. Et pour ce faire, le chef de l'État a fait prendre les dispositions nécessaires en mettant en place le registre social des personnes et des ménages. Ce registre social va permettre d'enregistrer les personnes et les ménages et identifier les personnes et les ménages vulnérables à travers des critères de vulnérabilité bien définis. Nous avons des critères de vulnérabilité non monétaire et des critères de vulnérabilité monétaire. L'exercice a permis au gouvernement de rappeler les dispositions déjà prises et celles en cours. Il s'est agi aussi d'écouter et de recueillir les observations et suggestions. Et pour le gouvernement, l'AMU permet de protéger tout le monde contre les conséquences financières de la maladie. En réalité, l'AMU que le chef de l'État a voulu mettre à la disposition de chacun de nous est la solidarité grandeur nature. Ce qui se dessine, c'est que qu'on soit salarié du secteur privé ou qu'on soit travailleur non salarié, mais qu'on ait un revenu, que ce soit dans l'informel, que ce soit dans le monde agricole, que ce soit les artisans, les maçons, les menuisiers, les professions libérales, nous serons progressivement incorporés au système et seront amenés à faire une contribution. L'assurance maladie universelle pourra nous permettre à notre pays de soutenir la production, de soutenir la croissance, de soutenir nos parents du monde agricole
pour que notre agriculture, que ce soit les produits de rente ou les produits vivriers, puisse être à la hauteur de l'aspiration du chef de l'État. Le gouvernement réaffirme ainsi son attachement à l'égalité d'accès aux soins de santé essentiels ou primaires, sur la qualité des soins et sur la solidarité. À cette rencontre, il a été rappelé toutes les actions menées par le gouvernement en matière de soins de santé. Dans chacune de nos régions, on a implanté une école de formation paramédicale, sages-femmes et infirmiers. Au cours des 10 dernières années, en moyenne, tous les 2 ans, le secteur de la santé est l'objet d'un recrutement d'agents par la fonction publique. Il y a un concours qui a été fait récemment. Et quand vous allez voir, il y a une particularité d'ailleurs de ce dernier concours. On l'a segmenté en 2 parties. Une partie dédiée à la région de la Savane, compte tenu des problèmes de sécurité que nous connaissons, pour couvrir au maximum cette région, et une partie d'ordre général. Et incessamment, le chef de l'État nous a dit qu'il prendra les dispositions pour que ces agents recrutés soient mis à disposition. Une notion aussi qui est très importante, c'est que le chef de l'État, au nom de la justice sociale, nous a instruit de répartir au maximum les meilleures compétences. Depuis maintenant 2 ans, à Dapan, ici, nous avons un professeur agrégé. L'assurance maladie universelle est inscrite au rang des projets prioritaires de la feuille de route 2020-2025. Sa mise en œuvre entre dans la politique de cohésion et d'harmonie sociale, de promotion et de développement du capital humain du président togolais, Faure Azozamna Gnazingbe. Pourquoi cette politique sanitaire est-elle si importante pour le chef de l'État? Éclairage avec le ministre en charge de la Santé, Moustapha Mujiawa. Le souci du chef de l'État, c'est de faire en sorte que chaque Togolaise et chaque Togolais ait accès aux soins basiques. Le minimum de soins doit être disponible et accessible pour toute la population togolaise. Le chef de l'État avait mis en place l'Institut national d'assurance maladie qui concernait les fonctionnaires, les civils et militaires et les assimilés, de même que les retraités. Et de proche en proche, l'assurance maladie a été étendue. Il y a eu des actions, des programmes de gratuité comme la subvention de la césarienne, comme School Assure, comme le programme Ouezou, sans oublier tous les programmes de gratuité, de lutte contre le paludisme, contre le VIH-Sida, contre la tuberculose. Et l'idée du chef de l'État, c'est que toutes ces entités-là maintenant se fondent dans un même creuset pour être accessibles à la majorité, à la totalité de la population. Et ça répond à un souci fondamental d'équité, de justice, ce qui pourrait garantir bien évidemment la paix sociale. Donc l'idée du chef de l'État, c'est que nous fassions maintenant un pas de plus parce que toutes les initiatives mises en place jusqu'ici ont grossièrement permis de couvrir le tiers de la population. Et l'idée maintenant, c'est de couvrir l'ensemble de la population au nom de l'équité, au nom de la justice sociale. Alors, il s'agira d'aller dans des centres de soins agréés vis-à-vis de ce programme. C'est-à-dire que vous avez les entités publiques, les entités confessionnelles, les entités privées qui auront réuni les critères et qui auront été agréées. Maintenant, quand vous prenez les entités publiques, c'est toute la pyramide sanitaire publique. Vous avez les dispensaires, vous avez les hôpitaux de préfecture, et le niveau intermédiaire, vous avez les hôpitaux régionaux, et vous avez au niveau supérieur les CHU. Et à chaque fois, bien évidemment, il y a des entités confessionnelles, des entités privées qui auront été retenues du fait que ces entités répondent à des critères. C'est schématiquement les mêmes entités qui répondaient aux préoccupations lorsqu'on avait mis en place l'Institut national d'assurance maladie. Bien évidemment, au niveau de toutes ces entités, le chef de l'État nous a demandé de faire un très bon maillage et de voir les entités qui réunissent d'emblée les critères et les entités qui méritent d'être renforcées. Et tout un programme est établi dans ce sens-là pour que de façon progressive, l'ensemble de toutes les entités répondent aux normes, parce que dès que vous parlez de l'assurance maladie, ça ne peut être efficace que si l'offre de soins est au rendez-vous. Et ça, c'est l'une des préoccupations majeures du chef de l'État. C'est ce qui permet de garantir
la réussite du projet. Et c'est ce qui fait que quand vous regardez, vous allez constater aussi que dans ces entités-là, il y a un certain nombre de renforcements qui sont en cours. Vous prenez actuellement, il y a des dispensaires qui sont en construction, des dispensaires qui sont en train d'être réhabilités. Vous avez aussi des hôpitaux qu'on est en train d'équiper. Je rappelle tout simplement pour ce qui est des hôpitaux, quand il y a les travaux de réhabilitation, d'extension et d'équipement concernant le CHU Campus et le CHU Cara, ces travaux vont commencer incessamment. De même que, vous vous souvenez, il y a quelques mois, le CHUSO, par le système de leasing, est doté d'un scanner qui, depuis 6 mois, marche à merveille. Donc, c'est tout le système qui est en train d'être mis en place pour que l'offre de soins soit au rendez-vous, parce que l'effectivité de l'assurance maladie universelle est étroitement liée à la qualité de l'offre de soins. Sans oublier un élément qui est très important, c'est celui des ressources humaines. En amont, c'est la formation. Actuellement, nous avons à peu près 1200 agents qui sortent de nos facultés et écoles de sciences médicales et paramédicales, à peu près 1200. Ça, c'est côté formation. Et vous avez dans chacune de nos régions une école paramédicale. En aval, vous avez le recrutement. Et il faut rappeler que le secteur de la santé est, avec celui de l'éducation, les deux secteurs qui bénéficient le plus souvent de concours de recrutement d'agents de santé. En moyenne, un concours tous les 2 ans. Et chaque concours permet le recrutement d'un peu plus d'1 millier d'agents. Donc, c'est la dynamique dans laquelle nous sommes. Les prestataires de soins sont un maillon très important de la chaîne. Pour bien comprendre cela, il faut rappeler quelles sont les maladies les plus fréquentes. Parce que l'assurance maladie se base sur les maladies les plus fréquentes. Le paludisme, les infections respiratoires, les diarrhées, l'hypertension artérielle, le diabète et tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. C'est les maladies les plus fréquentes. La CAMEG, la centrale d'achat de médicaments essentiels et génériques, médicaments essentiels pour les maladies les plus courantes, génériques parce que ce n'est pas enrobé de façon à être très cher. Ce que le chef de l'État a prévu, c'est de renforcer la CAMEG pour qu'elle s'approvisionne davantage et rappeler l'obligation des formations sanitaires publiques pour s'y approvisionner. Et au cas où, éventuellement, la CAMEG n'a pas le produit concerné, qu'elle serve de courroie de transmission avec ceux qui possèdent ces médicaments-là. Quand vous prenez l'assurance maladie, des prestataires, des prescripteurs, c'est des gens formés, des gens agréés, et c'est compte tenu de leur rôle qu'ils étaient parmi les tout premiers avec qui le gouvernement a commencé les échanges et la concertation. Et on a eu à dire que l'importance des ressources humaines est telle que nous devons nous mettre ensemble et bien évidemment tenir compte de ce qui est souvent reproché à nous, agents de santé, par la population. Parce que dès l'instant où nous voulons réussir cette assurance maladie universelle, les acteurs de la santé ont un rôle très important à jouer, aussi bien sur le plan technique que sur le plan du comportement. Au Togo, les petites et moyennes entreprises, un moteur de croissance, peinent malheureusement à accéder au crédit bancaire malgré les différents mécanismes mis en place par le gouvernement. Aujourd'hui, African Guarantee Fund apporte une solution pour faciliter l'accès au financement aux PME. Carmen Madjé à Capo. African Guarantee Fund, AGF, s'engage à faciliter le financement des PME. L'institution de garantie met à la disposition de Vista Group un montant de 50 millions de dollars américains, soit environ 30 milliards de francs CFA, pour la promotion, la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises africaines dirigées par des femmes et celles spécialisées dans le verre. Vista Group pourra donc accompagner les PME dans les différents pays où il est implanté. La solution que nous apportons aujourd'hui constitue un des maillons qui vont nous permettre véritablement d'accompagner nos frères et sœurs, qui vont permettre à nos jeunes frères et sœurs qui sortent
des écoles et des universités de pouvoir véritablement prendre part à la création de richesses dans nos économies. Le partenariat entre Vista Group et AGF est donc une mesure stratégique qui permettra aux petites et moyennes entreprises PME à la recherche de fonds de surmonter l'obstacle de financement. La facilité de garantie de portefeuille permettra à AGF de partager les risques envisagés par les banques dans le cas où les clients des petites et moyennes entreprises cibles sont incapables de respecter les exigences relatives au seuil de garantie. Cette garantie arrive à un moment très critique où l'économie mondiale se relève progressivement de la pandémie du Covid-19 et la réponse d'AGF et de Vista Bank se veut à la hauteur des enjeux de la reprise économique. Nous sommes très optimistes sur le fait que cette garantie aura un impact significatif de long terme sur la croissance des PME et plus particulièrement des PME vertes et des PME gérées par les femmes. On assiste donc à un nouvel épisode dans le financement des PME africaines. Cette garantie de portefeuille constitue, selon les deux parties, une avancée stratégique capable de créer des opportunités de croissance pour les économies africaines. L'Office togolais des recettes en campagne de vulgarisation de la loi de finances exercice 2024. Elle a entamé une tournée dans les chefs-lieux de région pour présenter cette loi aux préfets, aux maires et aux autres acteurs des communes. Il s'agit spécifiquement d'échanger avec eux sur les innovations introduites dans cette loi de finances. L'étape de la région de la Kara avec Nestor Mouzo. Le 22 décembre dernier, les députés à l'Assemblée nationale ont voté la loi de finances 2024. La loi de finances, c'est ce document que le gouvernement élabore pour aller demander à la représentation nationale l'autorisation de percevoir les impôts et les taxes pour le compte d'une nouvelle année. Après l'adoption de cette loi, l'Office togolais des recettes a entrepris de la vulgariser à travers les régions. L'OTR est à l'étape de la région de la Kara à la rencontre des préfets, des maires et des acteurs qui interviennent dans la collecte des impôts et taxes pour partager avec eux les nouvelles dispositions introduites dans la loi de finances. Aujourd'hui, quand vous importez en République togolaise de gros engins pour les travaux, vous ne payez pas de droits de douane et de TVA. Donc c'est pour permettre aux entreprises de pouvoir vraiment avoir un parc conséquent pour faire face à leurs travaux. Deuxième élément, le gouvernement a renouvelé encore des dispositions fiscales qui concernent les entreprises en difficulté. Ce sont des mesures dérogatoires qui visent à accorder aux entreprises en difficulté des exonérations d'impôts pour pouvoir se relever. Troisième élément, dans le contexte de l'énergie verte et encourager la protection de l'environnement, le gouvernement a exonéré les batteries des motos électriques. La loi des finances exercice 2024 a mis également un accent sur la santé de la population par rapport à certains produits de consommation. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à une dégradation de la santé à cause de ce que nous consommons. Donc les bouillons alimentaires, les alcools, les sachets plastiques, le gouvernement a décidé de revoir les droits d'assises sur ces éléments-là, de sorte à réguler la santé de la population, parce que nous avons une population jeune et l'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir faire en sorte que cette jeunesse-là puisse travailler en bonne santé pour aider à accomplir les actions de développement. En tout, 49 mesures ont été prises, dont 26 pour le Code général des impôts et 23 pour le livre des procédures fiscales. L'OTR, qui accompagne le gouvernement dans la mobilisation des ressources financières, souhaite l'adhésion totale de la population togolaise à ces différentes mesures pour permettre au gouvernement de mettre à la disposition des citoyens des services publics et des infrastructures de qualité. Un peu plus bas dans la centrale, après Gadao et Adossa, la fête traditionnelle en pays thème s'est poursuivie avec la danse Kosso, une danse pour exhiber la tenue vestimentaire chez la femme Théma, désirée à l'œil. La femme thème exprime ici une de ses facettes culturelles au travers de son habillement qui l'identifie.
Le stade municipal de Sokodé à son comble pour suivre la danse Kosso. La danse Kosso est réservée aux femmes et aux filles pour exhiber la beauté vestimentaire taillée dans le tissu artisanal. Kosso est une danse des femmes thèmes qui s'habillent en tenue traditionnelle avec des colliers sika. Et puis les pagnes là, ce sont les pagnes de nos arrière-mamans, les enfants, les filles, toutes les femmes thèmes qui peuvent danser Kosso. Kosso est la valorisation de la tenue vestimentaire de la femme thème. Il reste aussi un signe d'union et d'un vivre ensemble à pérenniser. Je demande à toutes les jeunes femmes de ne pas oublier notre danse traditionnelle Kosso. Ça fait le développement du pays aussi. Ça enrichit le tourisme. Le prochain rendez-vous, c'est dans 12 mois pour revivre cet instant de loisir. Plaisir partagé entre les populations de Djaoudo. Ainsi se referme cette édition de nuit. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas que la vie, c'est comme un appareil photo. Zoomez sur ce qui est important, capturez les bons moments, développez le meilleur et supprimez le reste. Et si le résultat ne donne pas ce que vous souhaitez, recommencez. À demain.